Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue au Nocturne du Plan de Rome. Ce soir, c'est une nocturne un petit peu spéciale qui vous est proposée. Nous allons tenter une promenade littéraire, c'est-à-dire suivre un auteur dans sa description de la Rome antique. Cet auteur, c'est Ammien Marcellin. Il écrit dans les années 380-390 et il raconte la visite que fit l'empereur Constance II en 357 après Jésus-Christ. Cette visite de Rome nous intéresse particulièrement, d'abord parce que nous sommes seulement 37 ans après la date que nous avons choisie pour représenter Rome virtuellement. Donc si nous avons à peu près bien fait notre travail, la Rome que voit Constance, c'est celle que vous voyez, vous, le mercredi de Nocturne. Et puis, deuxième intérêt, Constance II est chrétien, Ammien est païen, comme la plupart des aristocrates romains, de l'aristocratie sénatoriale romaine de l'époque. Il est donc intéressant de voir comment un auteur païen présente la visite d'un empereur chrétien des monuments de l'ancienne Rome. Alors avant de suivre Constance dans Rome, je crois qu'il est nécessaire de faire quelques points de chronologie pour comprendre comment il se fait qu'un empereur 20 ans après son accession au trône n'ait pas encore vu Rome. Imagine le président de la République qui, au bout de sa 20e année d'investiture, n'est toujours pas vu Paris. Ensuite, on verra le trajet parcouru, ou du moins les différents lieux visités par Constance. Et puis Sophie vous emmènera visiter la Rome virtuelle sur les pas de Constance. Alors d'abord, quelques points de chronologie. Pour bien comprendre les circonstances de la visite de l'empereur Constance à Rome, pour apprécier le texte que nous allons suivre et le rapport avec la maquette virtuelle, il faut commencer par ces quelques points. La maquette virtuelle sur laquelle nous travaillons, celle que nous vous présentons ici lors des Nocturnes, représente Rome à l'époque de Constantin. Très précisément, nous avons choisi le 21 juin 320. Constance II, celui que nous allons suivre, est un des fils de Constantin. À la mort de l'empereur Constantin en 337, l'empire est partagé en trois, entre trois de ses fils. Constantin II a la partie occidentale, l'Espagne, la Gaule, la Bretagne. Constant a la partie centrale, l'Illyrie, l'Italie, l'Afrique du Nord. Et Constance II a toute la partie orientale. Alors c'est une situation qui va vite se simplifier, parce que d'abord Constant va tuer Constantin II, donc il va prendre sa place sur la partie occidentale. Ensuite, un usurpateur, Magnence, va tuer Constant, il va prendre sa place. Et Constance II va tuer Magnence et va réunifier l'ensemble de l'Empire. Voilà une époque simplificatrice. Alors, revenons. Ammien Marcellin est contemporain. Ammien Marcellin est contemporain de tous ces événements. Il avait, on ne sait pas trop, mais il va avoir 7-10 ans quand Constantin est mort. Ensuite, en 350, il est devenu membre des forces spéciales des unités d'élite de l'armée, et donc toujours au contact de l'empereur ou de ses adjoints. Et il écrit la fin du IVe siècle sous l'empereur Théodose. Alors, pour comprendre comment il se fait que Constance n'a jamais vu Rome, eh bien, il faut bien voir qu'à partir de Dioclétien, à la fin du IIIe siècle, si Rome reste toujours la capitale théorique de l'ensemble de l'Empire, en fait, il y a d'autres lieux de résidence de la cour impériale. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons principales. D'abord parce que Rome est bien au centre géographique, si vous voulez, de l'ensemble de l'Empire romain, qui est ici représenté en couleur jaune. Mais si vous cherchez à aller de l'Occident, de Tarragone par exemple, jusqu'à l'Orient, Constantinople, vous voyez bien que Rome représente un détour, si on suit la voie terrestre. Quand on va
quand on va à Rome, eh bien, il faut descendre jusqu'à Rome, puis remonter pour reprendre la route vers l'Orient, ou dans le sens inverse, bien entendu. Donc ce n'est pas une position commode par rapport aux communications terrestres, il y a toujours un aller-retour à faire. Deuxièmement, l'Empire est devenu trop grand pour être gouverné comme un seul homme, par un seul homme, pardon. Donc Dioclétien va instaurer un système de gouvernement à 4. Il va y avoir 2 empereurs, que l'on appelle les 2 Augustes. Et chacun de ces 2 empereurs va avoir un empereur adjoint. Il y aura 2 empereurs adjoints, que l'on appelle des Césars. Ça nous fait donc 4 chefs d'État qui vont avoir 4 lieux de résidence différents, et aucun ne va se trouver à Rome. Dioclétien, lui, va alternativement s'installer à Nicomédie, dans le nord de la Turquie actuelle, ou à Antioche, en Syrie actuelle. L'autre Auguste, Maximien, va s'installer à Milan. Un des Césars va s'installer à Sirmium, c'est en Serbie actuelle. Et l'autre César, Constance Ier, le père de Constantin, va s'installer à Trèves. Alors ce système, c'est ce qu'on appelle le système de la tétrarchie, les 4 gouvernants. Ce système, en fait, ne va pas fonctionner après la retraite de Dioclétien en 305 et surtout après la mort de Constance Ier en 306. Mais désormais, on aura presque toujours différents lieux de résidence pour la capitale et soit un seul empereur, soit plusieurs empereurs, soit un seul empereur avec des adjoints. Par exemple, Constantin Ier, qui va régner tout seul en tant qu'Auguste, mais aura des Césars qui lui seront très subordonnés, va s'installer successivement à Arles, à Trèves, à Aquilée, à Rome, à Sirmium, avant de s'installer définitivement à Constantinople. Son fils, Constance II, celui que nous allons suivre dans Rome, est né à Sirmium, mais ensuite, donc, il a résidé à Antioche, puisqu'il était le chef d'État, l'empereur de la partie orientale de l'Empire. Puis il s'est installé à Milan pour finalement s'installer définitivement aussi à Constantinople. Voilà donc pourquoi Constance II eh bien, n'était jamais venu à Rome avant 357, c'est-à-dire 20 ans après son accession au trône. Alors quand il y vient, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est une raison de curiosité. 357, il est à peu près tranquille, il a réglé pas mal d'affaires militaires, et il a envie de visiter quand même Rome. Deuxième raison, et il veut célébrer son triomphe. Triomphe sur Magnence, l'usurpateur qu'il a vaincu et tué quelques années auparavant. Et un triomphe, ça ne peut se faire qu'à Rome. Donc la visite de Constance à Rome, c'est à la fois un triomphe, avec toutes les caractéristiques du triomphe, l'empereur sur son char, la procession triomphale avec le cortège de l'armée. Et puis c'est aussi une visite, vous allez voir, qui ne va pas durer un seul jour comme un triomphe, mais qui va durer 1 mois. Alors avant de vous montrer ce trajet, il faut peut-être dire quelques mots de cette procession, parce qu'on voit bien, par le texte d'Amiens, qu'elle a frappé les contemporains. 3 éléments particulièrement ont frappé dans cette procession. Ce sont les étendards dragons, les chevaliers cuirassés et l'attitude même de l'empereur. Alors parlons d'abord des étendards dragons. Voici le texte d'Amiens. Constance était entourée de dragons, tissés de fils de pourpre, attachés au sommet de leurs hampes, ornés d'or ou de pierres précieuses. Leur large gueule laissait passer les souffles de la brise. Ils semblaient ainsi siffler de colère, tandis qu'ils laissaient les replis de leur queue flotter au vent. Alors c'est quelque chose d'étonnant, on n'y pense pas toujours quand on pense à l'armée romaine, mais en effet, ces étendards dragons sont bien connus. On les voit ici représentés, on en voit un représenté sur un sarcophage qui représente une bataille contre des Germains. Et on voit un soldat qui porte à côté du général un étendard dragon. Ce sont des types d'étendards que les Romains ont d'abord connus chez leurs ennemis, en particulier chez les peuples de l'Asie, des steppes de l'Asie centrale.
On pense peut-être que ces sortes d'étendards, hein, vous voyez donc une grosse bouche métallique et puis une sorte de manche à air derrière, a peut-être d'abord été une sorte de manche à air pour permettre aux cavaliers, aux archers cavaliers de repérer leur direction du vent. Enfin, toujours est-il que les Romains l'ont adopté dès le IIe siècle après Jésus-Christ. On a trouvé un exemplaire de la partie métallique du dragon dans un camp romain. Et à la fin du IVe siècle, Végès, qui écrit sur l'art militaire, nous dit bien que dans la Légion, il y a bien sûr le symbole de l'aigle, mais les dragons sont répartis dans chacune des cohortes, c'est-à-dire dans chacune des parties de la Légion. Deuxième, parmi d'autres sujets d'étonnement, mais deuxième sujet d'étonnement important, ce sont les cavaliers cuirassés. Dispersés parmi eux, c'est-à-dire parmi les fantassins de l'escorte, des cavaliers cuirassés que l'on appelle clibanaires, le visage masqué par la visière, la poitrine bardée d'une cotte de maille, un ceinturon de fer à la taille, auraient pu passer pour des statues polies par la main de Praxitèle, et non point pour des hommes. Ils étaient enveloppés de fines mailles de métal qui se prêtaient aux flexions de leur corps, en couvrant tous leurs membres. De la sorte, quelle que fût la direction dans laquelle ils étaient contraints de mouvoir leurs membres, leurs vêtements les moulaient, tant l'ajustement en était étroit. Là aussi, les Romains semblent avoir connu ces cottes de mailles, ces chevaliers, ces cavaliers entièrement couverts d'une armure, ainsi que leur cheval, d'abord chez leurs ennemis. On en voit ici représenté sur la colonne Trajane au début du second siècle, et ensuite, ils ont adopté ce type d'armement. Alors, on les représente ici sur la colonne Trajane, mais on a également des représentations beaucoup plus anciennes en Irak actuel, à Nimrud, du premier millénaire avant Jésus-Christ. C'est quelque chose en fait de très très ancien. Et pour finir, quelque chose qui a frappé les contemporains, c'est l'attitude de l'empereur. Je vous lis encore le texte d'Amien. Il portait son regard droit devant lui, sans tourner le visage à droite ni à gauche, et semblable à une statue, on ne le vit jamais faire un mouvement au chaos de son char, ni cracher, ni essuyer ou frotter son visage ou son nez, ni agiter la main. Avec cette description, eh bien, on a la première représentation littéraire, mais on aura ensuite des représentations picturales des empereurs byzantins. C'est l'empereur byzantin qui est toujours représenté frontalement, les yeux fixes devant lui. Voici par exemple Valentinien Ier, quelques années après Constance. Voici à la fin du siècle un portrait de Théodose, aussi le regard très fixe vers l'avant. Et voici cette fois vraiment à l'époque byzantine, le portrait de Justinien, lui aussi regardant fixement vers l'avant. Alors quel a été le trajet de Constance? Eh bien, il arrive du nord. Il arrive de Milan, donc il arrive par la Via Flaminia, et il va se rendre directement au Forum. Là, il va prononcer des discours et puis ensuite se rendre au palais. Alors ça, c'est probablement le trajet de la première journée. Ensuite, on ne sait pas trop comment il fait. On va suivre l'ordre d'Amiens, on ne sait pas trop quelle est la suite logique de ses visites. Il va donner des jeux au cirque. Il va monter au Capitole. Peut-être que c'est lié à la cérémonie du triomphe, puisqu'elle se termine au Capitole. Il va aller dans des thermes. Alors, il avait le choix entre plusieurs grands thermes. Peut-être ceux de Trajan, puisque juste après, il est question du Colisée. Il va aller sur le champ de Mars au Panthéon, voir autour du Panthéon les colonnes d'Antonin et de Marc Aurèle. Ce sont des grandes colonnes. Aujourd'hui, il ne reste plus que celles de Marc Aurèle. Ce sont des grandes colonnes qui racontent, comme la colonne Trajane, les exploits de l'empereur et qui au sommet portent la statue de l'empereur. Et on peut monter en haut, le texte le dit. Il a été voir le temple de Vénus et de Rome, ainsi que le forum de la paix, le théâtre de Pompée, l'Odéon et le stade au Champ de Mars, et il a terminé par le forum de Trajan. Alors voici sur la maquette de Paul Bigot la représentation de son trajet, l'arrivée par la Via Flaminia. Aujourd'hui, c'est le Corso à Rome qui va de la place du Peuple à la place de Venise. C'est la grande artère de Rome qu'on appelle aussi dans l'Antiquité la Via Lata.
Il se rend donc au forum où il prononce ses discours, et ensuite, eh bien, il va monter au Palatin. Après une allocution à la noblesse dans la curie et au peuple du haut de son estrade, il fut reçu au palais, au milieu d'acclamations multipliées, et goûta la joie qu'il avait souhaitée. Les jours suivants, on sait qu'il donne des jeux au cirque, et c'est intéressant de voir comment ça se passe au cirque. Regardez Amiens. Souvent, quand il donnait des jeux équestres, il se divertissait aux saillies de la populace, qui savait éviter l'insolence sans se départir de sa liberté invétérée, tandis que l'empereur aussi observait avec réserve la mesure convenable. Ça veut dire que dans le cirque, il y a un espace de liberté pour le peuple qui fait des plaisanteries, qui peut se moquer de ses dirigeants, gentiment, parce qu'il faut quand même éviter l'insolence, et Constance l'accepte. Il voit, on l'a dit, le sanctuaire de Jupiter tarpéien qui domine tout, comme le ciel domine la terre. Il se rend dans des termes, peut-être ceux de Trajan, des termes aux constructions grandes comme des provinces, et il est étonné par la hauteur du Colisée, la masse de l'amphithéâtre consolidée par un bâti en pierre de Tibur, et dont le regard de l'homme n'atteint que difficilement le sommet. En même temps, c'est Amiens qui est impressionné par le Colisée. Il se rend au Panthéon, semblable à un quartier qui serait arrondi, et sa coupole d'une hauteur grandiose. Et à côté du Panthéon, il voit ces colonnes qui l'étonnent, ces colonnes élevées, qui se dressent avec leur plateforme accessible et portent les images des anciens empereurs. Ici, la colonne de Marc Aurèle. On pouvait en effet monter au sommet, et de là, on devait avoir une vue magnifique sur la ville de Rome. Il va aller dans le temple de la ville et sur le Forum de la Paix, qui est représenté par Paul Bigot d'une manière très différente de celle que nous allons vous montrer tout à l'heure sur notre maquette virtuelle. Il va au Champ de Mars, là il y a une suite logique, une progression logique, théâtre de Pompée, Odéon, stade de Domitien, aujourd'hui la place Navone, et il va terminer par le Forum de Trajan. Je vais donc maintenant laisser Sophie vous emmener dans la maquette virtuelle, suivre les pas de Constance. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons essayer de refaire ensemble la visite que Constance II a réalisée à Rome en 357 après Jésus-Christ. Nous allons donc tenter de nous mettre dans la peau de cet empereur et de découvrir Rome avec ses yeux, les yeux d'un prince qui n'est jamais venu dans la ville éternelle et qui, vous allez voir, est reparti littéralement charmé par toutes les merveilles qui se sont montrées à ses yeux. Au total, le séjour de Constance II à Rome a duré 1 mois. Vous comprenez bien que je ne peux pas vous emmener partout, on a fait la liste tout à l'heure. J'ai donc choisi des secteurs clés, du moins d'après ce que nous dit Amiens Marcellin, et c'est ces secteurs-là que je vais vous proposer de découvrir ce soir. Nous l'avons vu, Constance II arrive à Rome du Nord, il a pris la Via Flaminia et il va arriver avec la procession du triomphe. On sait que dès son arrivée, il a réalisé 2 allocutions. Une allocution au peuple sur les rostres, c'est la tribune que vous voyez ici à droite de l'image, et ensuite il a réalisé une 2e allocution dans la curie, le bâtiment que vous apercevez à gauche. Quand Constance II arrive à Rome, étant donné que nous connaissons la présence de que nous savons qu'il a réalisé ces 2 allocutions, il est tout à fait probable qu'il arrive au pied de l'arc de Septime Sévère. Et c'est de là que pour la première fois, il va découvrir le forum romain. Donc imaginez qu'il ne l'a jamais vu, il passe sous cet arc, et je vous lis le texte d'Amiens. Aussitôt entré à Rome, foyer de l'Empire et de toutes les vertus, il vint au rostre et resta confondu devant le forum si glorieux de l'antique puissance romaine. Et de quelque côté qu'il porta ses yeux, il était ébloui par les richesses accumulées. Donc, il est vraiment impressionné en arrivant dans le centre-ville de Rome et il va commencer par monter sur la tribune des rostres pour aller s'adresser au peuple. Alors, par où est-il monté ? Nous ne le savons pas, le texte ne le dit pas.
il n'y a guère que deux possibilités, soit il a fait demi-tour et il est repassé sous l'arc de Septime Sévère, soit il a fait le tour comme je suis en train de le faire. Ne regardez pas trop les défauts de terrain sur la gauche de l'image, le modèle est toujours en cours de construction et quand nous passons sur ces secteurs, il faudrait un petit bandeau work in progress ou quelque chose dans ce genre-là, en attendant qu'on ait terminé. Toujours est-il que Constance II monte sur cette tribune et de là, il va s'adresser au peuple. Alors, cette tribune, aujourd'hui, si je devais faire un parallèle, je dirais que c'est un petit peu le plateau du 20h. C'est ici que le peuple va pour la première fois voir cet empereur, va pour la première fois découvrir son visage, à moins qu'il ne soit trouvé sur le trajet de l'arrivée, et il va l'écouter en vrai, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas d'autre solution pour le peuple que de venir au rostre pour venir écouter l'empereur ou les magistrats. Alors ces rostres, aujourd'hui, quand on va à Rome, on peut toujours les voir, ou du moins ce qu'il en reste. Voici la façon dont elles se présentent sur le côté antérieur. Vous voyez qu'elles ont perdu complètement les rostres de bronze pris aux navires ennemis. Elles ont perdu également, la tribune a également perdu tout son revêtement de marbre. Et pour l'extérieur, là où j'ai emprunté un escalier de marbre, le marbre a lui aussi été récupéré et cette tribune apparaît donc aujourd'hui sous un regard un petit peu pauvre. Comment du coup avons-nous des hypothèses pour en proposer une restitution ? Eh bien, nous pouvons utiliser un bas-relief qui se trouve sur l'arc de Constantin. L'arc de Constantin, c'est l'arc à 3 baies qui se trouve juste à côté du Colisée. Et sur un des reliefs, on a une représentation très précise des rostres. Vous voyez par exemple que sur le centre, la balustrade est interrompue pour que l'empereur ou le magistrat puisse s'avancer et s'adresser au peuple. On voit que la balustrade est constituée de croisillons sur 2 niveaux. On voit que la tribune porte 5 colonnes corinthiennes avec des statues, etc. Ce bas-relief est vraiment une source pour nous documentaire primordiale pour pouvoir comprendre comment se présentait le monument. Et puis pour la disposition des rostres en façade, les parties en bronze, nous connaissons très bien cette répartition parce que si le bronze a été récupéré, les trous d'ancrage pour les fixer dans la tribune sont toujours visibles aujourd'hui et nous savons donc précisément où ils étaient placés. Donc Constance II s'adresse au peuple. Ensuite, il fait demi-tour et puis il va se rendre dans la curie. Moi, je vais plutôt gagner un petit peu de temps, donc l'empereur n'aurait jamais fait ça, mais on ne va rien s'interdire. On va sauter de la tribune et nous rendre dans la curie où siégeait le Sénat. Et je voulais vraiment vous emmener ici parce qu'il s'est passé quelque chose de très important au moment où l'empereur Constance II est venu assister en 357 à une séance du Sénat. Il y a eu une controverse et les passions se sont cristallisées autour de la présence d'un autel de la victoire dans la curie. Alors de quoi s'agit-il ? C'est probablement ce que vous voyez ici au fond de la curie. L'autel de la victoire était constitué de 2 parties. Une statue de victoire qu'Auguste avait rapportée de Tarente, et puis juste à côté de la statue de la victoire, un autel pour brûler de l'encens. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais d'abord, il faut bien comprendre que la curie de Rome est un endroit consacré. Le pouvoir est très proche de la religion, et c'est certainement pour ça que le bâtiment est rectangulaire, adoptant la même forme qu'un temple. Et que se passait-il avant une séance du Sénat ? Les sénateurs venaient brûler, entraient et venaient brûler un peu d'encens sur l'autel qui fume ici, avant le début de la séance. Et ainsi, ils plaçaient toutes les décisions qui allaient être prises sous la protection des dieux. Vous imaginez ? Constance II est chrétien. Il arrive à Rome et il voit les sénateurs qui brûlent de l'encens avant de prendre des décisions devant une statue païenne. Ça ne lui a pas plu du tout et il a fait déplacer cette statue païenne, tout simplement, il l'a fait retirer. Et on sait qu'à la fin du IVe siècle, les passions vont se cristalliser entre les païens qui veulent garder leur statue, elle fait partie des murs, elle était là depuis 400 ans, les sénateurs tiennent beaucoup à la présence de cette statue et à la présence de l'autel, et les chrétiens n'en veulent pas. Et à la fin du IVe siècle, cet autel de la victoire ne va cesser d'être remis et réenlevé. Alors, où était-il placé dans la curie ? Je vous avoue que ce que je vous propose ici est une hypothèse, puisque cet autel de la victoire n'est pas parvenu jusqu'à nous. J'ai seulement 2 indices pour proposer cette restitution. Premier indice, hérodien,
nous dit que l'autel de la Victoire était centré dans le bâtiment. Et deuxième chose, Ambroise nous dit que cet autel était placé à côté de la porte, puisque les sénateurs brûlaient de l'encens en entrant. Or, regardez, si je place l'autel de la Victoire près de la porte du forum, et si je le centre, je vais boucher le passage, et ce n'est pas pratique du tout. Il est donc beaucoup plus probable que cet autel ait en fait été placé sur l'entrée de la curie côté forum de César, là où il y avait deux portes, où ce qui permettait de fluidifier le parcours fait par les sénateurs et ce qui permettait également de centrer l'autel sans boucher la vue. Donc Constance II commence de façon un petit peu spéciale sa venue à Rome. Quels sont les autres bâtiments qu'il a vus? Il en a vu plusieurs, je vais vous emmener sur différents secteurs de la ville de Rome, mais on sait qu'il a particulièrement apprécié le forum de Trajan, où je vais vous emmener maintenant. Mais attention, Ammien Marcellin ne dit pas un mot du temple au divin Trajan. Ce n'est même pas dans le texte. Il ne dit rien non plus de l'aspect culturel de ce forum. Par exemple, il ne parle pas des bibliothèques, il ne parle pas de la colonne. La seule chose, apparemment, qui a intéressé l'empereur, c'est cette place avec la statue de Trajan qui se trouvait en plein centre de l'espace. Je vous lis là aussi le témoignage d'Ammien Marcellin. Mais quand il arriva au forum de Trajan, monument unique sous tous les cieux, et à mon avis admirable au sentiment même des dieux, il demeura confondu. Il portait son attention autour de lui, à travers ces constructions gigantesques qui défient la description et que les hommes ne chercheront plus à reproduire. Aussi, renonçant à tout espoir de tenter une œuvre semblable, il déclara que l'imitation du cheval de Trajan, dressé au milieu de la cour d'entrée et monté par le prince en personne, était seule dans ses intentions et possibilités. Que peut-on tirer de ce témoignage? Probablement au moins deux choses. Première chose, une admiration sans faille. Quand Constance II arrive sur le forum de Trajan, il est littéralement émerveillé par ce qu'il va voir. Ça veut dire que Rome, même si politiquement elle n'a plus un rôle très important, elle n'a pas à rougir, cette ville, de la comparaison avec les autres villes que connaît l'empereur, avec Milan, Antioche ou Constantinople. Et puis la deuxième chose que nous dit ce texte, c'est que l'empereur n'a plus la même envie de construire des ensembles monumentaux à Rome. Il dit qu'on ne pourra plus jamais faire ça, et il se contentera à Rome d'élever un nouvel obélisque sur la spina du Grand Cirque, sur l'arête centrale autour de laquelle tournent les chevaux. Donc voilà deux secteurs que Constance II va visiter. Et je voudrais maintenant qu'on prenne un petit peu de temps pour essayer de marcher comme Constance aurait pu le faire avec son cortège. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Constance II est arrivée à Rome sur son char. Or, il est à peu près sûr qu'il n'a pas pu venir en char sur le forum de Trajan. Ce n'est pas possible parce qu'il y a des marches, il y a des dénivelés, et Constance II a donc vraisemblablement marché à pied ou en litière dans le forum de Trajan. Et nous savons, grâce à Ammien Marcellin, qu'il a été au forum de Trajan et au forum de la Paix, au forum de Vespasien. Par où est-il passé? Nous ne le savons pas. Et je vais donc faire une hypothèse. Je vais prendre le chemin le plus court, qui n'est qu'un des parcours possibles, pour voir ce que Constance a pu lui-même découvrir avec ses propres yeux quand il a été voir le forum de Trajan et le forum de la Paix. Et je voudrais attirer votre attention sur trois choses, le temps que je traverse les forums impériaux. Regardez par exemple comme les zones couvertes par des portiques, comme ici, alternent tout le temps avec les parties à ciel ouvert. C'est très important parce que quand il fait beau, les magistrats et puis tout le monde va profiter du soleil de Rome et va s'installer à ciel ouvert, comme ici en plein centre du forum d'Auguste. Et par contre, quand il pleut ou quand il fait trop chaud, les activités vont pouvoir continuer à avoir lieu sous les portiques, où tout le monde va pouvoir continuer à traiter ses affaires sans être indisposé par la pluie ou sans souffrir d'une chaleur qui est parfois peu clémente à Rome. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est à quel point Rome, sur cette zone des forums impériaux, est minérale et à quel point, regardez, les architectes romains ont horreur des murs lisses. Jamais
dans la Rome antique, ou rarement, dans la partie monumentale, vous n'avez des murs lisses. On va toujours essayer de mettre des colonnes. C'est ce que les architectes appellent l'asperitas, pour créer des jeux d'ombre et de lumière et pour éviter d'avoir une lumière qui serait trop droite. Et regardez au Forum de Nerva, alors qu'on n'avait pas suffisamment de place pour faire un vrai portique, vous voyez bien qu'il n'y a pas assez de place ici pour marcher, ça ne serait pas du tout agréable, on a quand même mis les colonnes devant, justement, pour créer ce jeu d'ombre et de lumière et pour éviter le mur lisse que les Romains ont très peu utilisé dans leur architecture. Et vous voyez également sur les places que j'ai traversées, la place importante du marbre, du travertin, du basalte, de la pierre. Il n'y a quasiment qu'une Rome minérale dans le centre-ville, sauf à un endroit, sauf au Forum de la Paix. Et nous savons, puisque ce forum fait partie des listes que nous donne Amiens, nous savons que Constance II s'est rendue sur le Forum de la Paix. Et ce forum-là, il est vraiment différent de ceux que je viens de vous montrer. D'abord, regardez la place. Nous avons une place en terre battue et pas en marbre. Nous avons des rosiers rouges carmin, on le sait parce que des analyses ont pu avoir lieu, qui étaient plantés à côté de canaux dans lesquels l'eau coulait continuellement. Donc l'ambiance était rafraîchie. Imaginez le doux bruissement de l'eau pendant qu'on se promenait sous cette partie à ciel ouvert. On pourrait tout aussi bien se trouver dans des jardins publics ou dans des jardins de thermes. Et en plus de ce bien-être général, il y avait une dimension culturelle assez forte. Vous voyez sur la droite ici des supports de statues. Nous savons notamment qu'il y avait une représentation du Nil, probablement en bronze ou en marbre, installée dans le forum de Vespasien. Sous les portiques, Constance II a vu ces statues. Ces statues, ce sont des statues grecques qui avaient été réalisées par le sculpteur Praxitèle. Quand Constance voit ces statues, ce sont déjà des antiquités pour lui. Elles ont déjà presque 700 ans. Il y a donc une dimension culturelle très forte et en même temps, beaucoup de richesses sont exposées dans ce forum. Je vais vous donner 2 exemples. Dans le temple de la Paix, par exemple, on sait que Titus avait ramené le chandelier à cette branche qui avait été pris au temple de Jérusalem. Constance II l'a donc vu dans le temple de la Paix. Et tout ce que vous voyez à côté, ce sont des richesses, des objets en or de grande valeur, puisque Vespasien avait récupéré tous les objets en or que Néron s'était accaparés pour décorer sa Domus Aurea. Donc Vespasien a récupéré tous ces objets-là et il les a mis à disposition du peuple dans le temple de la Paix. Et juste un deuxième élément pour vous montrer la richesse de ce forum, regardez les toits des portiques. Vous voyez la couleur blanche ? Ce n'est pas une erreur, c'est le seul cas, à notre connaissance, à Rome, où les toits des portiques n'étaient pas faits de tuiles en terre cuite, mais de tuiles de marbre blanc. Ça devait vraiment étinceler au soleil, et la richesse se mêlait vraiment à la dimension culturelle et à la dimension bien-être de ce forum. Et Constance II est venue ici en 357 après Jésus-Christ. Amiens, ensuite, fait une liste d'autres bâtiments qu'a vu Constance II. Et je voudrais encore en voir 2 au moins avec vous. Je voudrais notamment vous parler du temple de Jupiter, Junon et Minerve, qui se trouvait sur le Capitole, dont nous parle Amiens. Tout de suite, j'ai pris un raccourci qui me permet d'arriver directement sur le pont Sublicius, sur le pont un des ponts qui permettait de franchir le Tibre. On est dans la zone du Forum Boarium. Vous reconnaissez peut-être à droite 2 petits temples, le temple rond à Hercule Olivarius, le temple de Portunus. Mais ce qui m'intéresse, c'est le grand temple que l'on voit derrière. Écoutez ce que nous dit Amiens Marcellin, c'est le temple de Jupiter Capitolin. Il nous dit « Puis, entre les sommets des 7 collines, contemplant les quartiers de la cité et ses faubourgs établis sur les pentes et les terrains plats, il pensait que ce qu'il avait vu d'abord l'emportait sur tout le reste. Ainsi, le sanctuaire de Jupiter Tarpéien, qui domine tout comme le ciel domine la terre. » En effet, quand on se situe dans les parties basses de Rome, ce temple de Jupiter Capitolin domine la ville et c'est quelque chose qui a vraiment marqué Constance II. Il s'est d'ailleurs probablement rendu au pied de ce temple pour son triomphe. Et qu'a-t-il découvert à ce moment-là ? Il a découvert le plus grand des temples de Rome,
un temple atypique avec 3 chambres sacrées côte à côte, une pour Jupiter, une pour Junon, une pour Minerve, et les portes que vous voyez ici sont des portes en or. Le dernier bâtiment que je voudrais, l'avant-dernier bâtiment que je voudrais visiter avec vous ce soir, c'est ce que Amiens appelle le temple de la ville. Le temple de la ville, c'est probablement le temple de Vénus et Rome. Voici comment il se présente. C'est un temple qui se trouve entre le Colisée et le Forum romain. Et lui aussi, c'est un des plus grands temples de Rome. Il y a notamment une chambre sacrée, celle devant laquelle je suis, qui est dédiée à la déesse Rome. Et ce temple à Vénus et Rome, vous pouvez encore très bien le voir aujourd'hui. Il est relativement bien conservé. Voici ce qu'il reste aujourd'hui de la chambre sacrée côté Rome, du côté où je suis tout de suite dans le modèle virtuel. L'abside est encore partiellement conservée, de même que les colonnes en porphyre qui encadraient les statues placées dans le temple, de même que la polychromie sur le sol, les marbres de couleur qui ornaient la chambre sacrée. Tout ceci est conservé aujourd'hui. Et imaginez Constance II montant ces quelques marches, découvrant la hauteur de ce temple, découvrant ces marbres précieux sur le sol, sur les murs, et au fond de l'abside, il y avait une représentation de la déesse Rome. Voilà ce qu'a vu Constance II. Nous savons qu'ensuite on n'en sait rien d'ailleurs quand je dis ensuite, mais nous savons qu'il a aussi vu le Colisée. Et comme le Colisée se trouve juste à côté du temple de Vénus et Rome, il est très probable que Constance ait emprunté ce parcours. Et vous allez voir quand je vais arriver devant le Colisée que ce qui va vous sauter aux yeux, c'est une statue monumentale qui représente le soleil. C'est ce qu'on appelle le colosse. Et pourtant, même s'il est très important à l'image, et vous le voyez ici, même si c'est lui qui est prégnant à la vue, en fait, Amiens n'en dit rien. Constance, apparemment, ne s'est pas du tout intéressée à cette statue. Ici, vous avez l'arc de Constantin. C'est ici que se trouve le bas-relief que je vous ai fait voir tout à l'heure et qui nous permet de connaître la décoration des rostres. Ce qui a vraiment impressionné Constance II, c'est la hauteur du Colisée. Il est très probable, donc ici c'est pareil, hein, il nous reste beaucoup de modélisation à faire sur le côté du Colisée, mais nous y attellerons dès l'année prochaine. Il est très probable que Constance II se soit approchée comme ça, tout près du Colisée, et qu'il ait levé la tête pour découvrir sa hauteur très impressionnante. Je vous lis le texte. Amiens parle de la masse de l'amphithéâtre, consolidée par un bâti en pierre de Tibur, c'est-à-dire du travertin, et écoutez bien, dont le regard de l'homme n'atteint que difficilement le sommet. Est-ce que vous avez vu les gendarmes de Saint-Tropez à New York? Vous l'avez vu, le film? Oui? Vous vous rappelez la scène où il y a les gendarmes, ils sont côte à côte et ils marchent tous comme ça? Mais je crois que c'est à peu près ça. Le registre n'est pas du tout le même, mais Constance II arrive à Rome et tout d'un coup, il se trouve devant le Colisée, 48 mètres de haut, plus les mâts qui dépassent encore de 10 mètres. C'est ce que dit le texte, dont le regard de l'homme n'atteint que difficilement le sommet. Ce qui l'a impressionné, c'est la concentration de hauts bâtiments dans Rome. Il n'y a pas que le Colisée qui est haut, il y a le temple de Jupiter Capitolin, le temple de Vénus et Rome que je vous ai fait voir. Il ne s'attendait pas à ça et il est littéralement ébloui par la richesse de cette ville. Quelques mots peut-être de conclusion en nous retournant vers le temple de Vénus et Rome. Quand Constance II arrive à Rome, il sait très bien ce qu'il va voir, parce que ses conseillers le lui ont expliqué, peut-être aussi parce qu'il l'a lu, mais rien ne le préparait à découvrir autant de merveilles que ce qui lui a été présenté pendant son mois de séjour à Rome. Politiquement, à cette époque-là, Rome n'a plus qu'un rôle symbolique. Mais c'est tout de même ici que se sont construits plus de 1000 ans d'histoire romaine et il se dégage une aura particulière de cette ville. C'est sur ce point que je voudrais conclure ce soir. Le modèle virtuel permet de faire renaître la Rome monumentale, la ville étincelante de marbre, mais c'est probablement réducteur de n'accorder de l'attention qu'à cet apparat. Que vous le fassiez réellement ou sur Internet, perdez-vous dans les rues secondaires de Rome, passez du temps au milieu de la pelouse du Grand Cirque, au milieu de la pelouse où s'élevait autrefois le Grand Cirque, laissez-vous aller un petit peu à la rêverie,
à l'ombre d'un des pins maritimes de Rome. En clair, laissez la magie de cette ville vous envahir. Ceux qui ont le plus d'imagination ressentiront l'attrait qu'ont connu Constance II, Michel-Ange, Goethe et tant d'autres encore. Et puis, à votre retour, revenez nous voir. Nous partagerons alors des expériences qui ne figurent dans aucun guide et qui compléteront parfaitement ce que le modèle virtuel peut vous offrir. Je vous remercie. Merci à vous tous. Donc on va procéder comme d'habitude aux questions. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce que l'on vient de voir. Les micros vous seront tendus par Noémie et par Jérôme de chaque côté. Simplement un petit mot pour vous dire que la prochaine nocturne aura lieu le 1er mars et que ce sera la nocturne invitée. Et cette année, l'invité, ce sera Christophe Vendris, un grand spécialiste de la musique romaine en particulier, et qui vous fera une conférence passionnante sur la musique à Pompéi. Vous savez que Pompéi a été enseveli d'un seul coup. On a retrouvé donc beaucoup d'instruments de musique chez les musiciens de Pompéi. Et Christophe Vendris, professeur à Rennes, vous fera sa conférence sur ce thème. Voilà, on passe aux questions. Oui. Bonsoir. Quand vous avez présenté la curie julienne, il me semblait qu'il y avait vraiment très peu de place pour accueillir les centaines de sénateurs. Comment ça se fait ? Il y a de la place. Alors, il faut voir que les sénateurs dans la curie julienne s'installaient sur les rangées. Je me suis trompée. Les sénateurs s'installaient sur les côtés de l'allée centrale. On va y aller, c'est l'intérêt du modèle interactif. On peut aller où vous voulez pour répondre à vos questions. Donc, en fait, il y a les sièges curules, qui sont des sièges pliables, qui étaient installés sur les côtés du pavement central que je vous ai montré. Donc, ces sièges curules, on les connaît bien parce qu'on en a retrouvé différents exemplaires archéologiquement sur d'autres secteurs de Rome. Et ici, on a à peu près, si on compte tous les sièges qui sont à gauche, plus tous ceux qui sont à droite, au moins une centaine de places. Et il faut imaginer, parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup plus de sénateurs, que derrière, il y avait probablement des bancs en bois, ou en marbre d'ailleurs, où les sénateurs pouvaient s'installer en plus grand nombre. On sait qu'à certaines périodes de l'Empire, ce sont jusqu'à 200-300 sénateurs qui se sont installés dans cette curie julienne. Et ici, il y a bien 100-150 places déjà dans cette configuration minimale. Merci. Oui, bonsoir. J'ai 3 petites questions. Pour ne pas monopoliser le temps, hein, je vais les poser en même temps. Premièrement, une petite observation. Lorsque vous avez présenté le Colisée, j'ai vu un chiffre 58. Est-ce que c'est la date de la construction ou la date d'un événement quelconque ? On va y aller aussi. Je te laisse répondre le temps que... Non, alors les numéros que vous avez vus, ce sont les numéros des arches. Il y en a 80 et quelques, ou 80 tout juste, je ne me souviens plus bien. Et c'est les numéros qui permettaient... c'est un numéro. Voilà, c'est un numéro. Et chacun avait un jeton avec un numéro. Et ça évitait le désordre. Il y avait des fils. Chacun entrait par l'entrée correspondant à son numéro de jeton. Voilà. Donc chaque entrée est numérotée, oui. Donc vous avez vu, je ne sais pas quel numéro on va voir en arrivant, mais au-dessus, ils sont toujours conservés. Vous pouvez les voir encore à Rome. On peut les voir encore à Rome aujourd'hui. Ah bon, d'accord. Ces numéros sont bien visibles, gravés en chiffres romains. Et quand on sait qu'il y avait entre 50 000 et 60 000 personnes qui venaient assister au spectacle, on comprend bien qu'il faut que les entrées soient bien gérées et réparties équitablement, parce que sinon, il va falloir 2 heures pour que tout le monde trouve une place à l'intérieur du bâtiment. D'accord. Je vois 59 ou c'était 58 après. Oui. Alors vous êtes peut-être gêné par la représentation du 9 avec 5 et 4 bâtons, alors qu'on apprend aujourd'hui le 10-1. Ce sont 2 systèmes qui ont coexisté. Et sur le Colisée, nous sommes sûrs que les 4 et les 9 étaient notés comme ceci, même si ce n'est pas ce que nous apprenons actuellement. Merci. Deuxième question. Lorsque Constance arrive à Rome, enfin dans Rome, vous avez dit, il est chrétien, et à partir de la remarque que vous avez faite concernant le statut qu'il va faire déplacer, je pose la question suivante.
est-ce que quand il arrive, il y a un pape à Rome déjà? Est-ce que les monuments ont été transformés, sachant que les chrétiens avaient commencé déjà à transformer des monuments? Est-ce que quand il arrive, les monuments sont toujours restés païens ou il y a eu beaucoup de transformations? L'aspect architectural de Rome est encore l'aspect païen. De toute façon, Rome est majoritairement, la ville de Rome est majoritairement païenne, hein, mais les monuments ont gardé leur aspect païen. Il y a une grande tolérance encore à cette époque. On sait que Constantin aussi, à Constantinople, fait construire des édifices païens ou réparer des édifices païens un petit peu partout dans l'Empire. La bascule va se faire à la fin du siècle avec Théodose qui va interdire le christianisme et qui va même favoriser la destruction des bâtiments païens. Alors ce qu'on sait déjà, c'est que le père de Constance, le père de l'empereur que l'on vient de voir, Constance II, Constantin, lui avait raflé toutes les richesses qui étaient dans les temples pour en faire de la monnaie d'or, ce qu'on va appeler le sou, le solidus, voilà, qui a été créé avec toute l'or qui était dans les temples païens. Mais les monuments sont encore païens. Sophie vous a parlé de ces allers-retours qu'a fait la Statue de la Victoire, or et dans la Curie, selon la majorité qui l'emportait à l'époque. Merci. Et puis, une question concernant un personnage, je ne sais pas si ça entre dans le cadre de votre exposé ce soir. Quand on lit un peu l'histoire de ces empereurs à partir de Constantin, il y a un personnage qui est mis en exergue, les eunuques. Alors, je n'ai pas compris pourquoi il y a une telle importance, pourquoi ces personnages ont une telle importance. À cette époque-là, je pensais que les eunuques, c'était essentiellement en Arabie et autres. Et donc, il y a même un personnage, un eunuque qui s'appelle Eusebios. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu l'importance de ces personnages à cette époque-là? Les empereurs, en effet, sont entourés par des chambellans, qui sont des eunuques, hein, qui jouent un rôle important à la cour impériale. Ça va être une des caractéristiques de cette fin de l'époque romaine, de voir ces eunuques qui entourent l'empereur. C'était des traditions orientales, hein, qu'on connaissait déjà en Orient. Et certains d'entre eux, vous avez cité Eusèbe, c'est vrai, vont prendre beaucoup d'importance, vont jouer un rôle politique assez important. D'accord, merci. Il y a une question. Oui, Jérôme. Bonsoir. Est-ce que Constance II a fait juste le trajet pour aller à Rome ou est-ce qu'il s'est promené dans son empire? Alors, il est venu de Milan à Rome directement, enfin pas. Ça prend du temps quand même, hein, puisqu'il passe. Voilà, il y a des étapes, mais une fois, il a écourté en fait son séjour à Rome. Il aurait bien aimé rester plus longtemps. Et puis il y a de l'agitation sur les frontières du Danube, donc il est obligé de remonter vers le nord. Voilà. En fait, il a fait très peu de tourisme dans son empire, hein. Vous avez vu les différentes résidences qu'il a occupées, les différents déplacements qu'il a fait. C'est surtout en fait pour suivre l'armée, hein, pour être avec l'armée sur les points difficiles, là où les barbares menacent l'empire. Et si ça fait plusieurs années qu'il est à Milan, c'est parce qu'il y a beaucoup de troubles du côté occidental, en Gaule. Hein. La Gaule est parcourue par les barbares. Là, au moment où on se situe en 357, Constance vient de nommer un adjoint, un César, hein, qui s'appelle Julien, qui va rétablir l'ordre en Gaule. Et du coup, ça donne un petit peu de liberté, un petit peu de temps à Constance, qui va faire cet aller-retour sur Rome. Mais vous avez vu, ce n'est pas seulement pour faire du tourisme, c'est aussi pour célébrer son triomphe sur Magnence. Oui, donc j'avais une question, moi, c'était par rapport au bâtiment des Rostres. Je connais absolument pas ce bâtiment et j'étais assez interloqué par le fait qu'il n'y avait pas énormément de Rostres qui étaient en exposition, si on peut dire, sur le bâtiment. D'où viennent, enfin, quelle est l'origine? Est-ce que c'était un seul empereur qui les avait affichés là pour commémorer une victoire ou c'était une accumulation suite à différentes campagnes?
Non, ça s'est fait. Là, on est sur ce qu'on appelle les rostres d'Auguste, hein, qui ont été. C'est une tribune, hein, c'est une tribune qui existait depuis longtemps à l'époque républicaine, du haut de laquelle pas celle-là précisément, mais à la place, il y avait une tribune pour que les magistrats puissent s'adresser au peuple. Et celle-ci, c'est une tribune qui a été construite par Auguste et décorée avec des éperons de navire qu'on appelle les rostres, hein, rostra en latin, qui ont été pris à la bataille d'Actium. Voilà, c'est pour célébrer une victoire. Tous ces éperons-là ont été installés en même temps. Mais il y a une autre tribune du côté opposé, devant le temple de César, qui a été construite de la même manière, mais cette fois par l'empereur Dioclétien. Oui, là-haut. Bonsoir, je suis arrivé un petit peu en retard parce que je me suis trompé d'amphi. Si j'ai bien compris, Constance venait de la région de Belgique ou d'Allemagne. Il était en résidence là-bas. Il était à Milan. Comment ? Il était à Milan quand il est venu à Rome. Oui. Il était en résidence, sa résidence était Milan. Oui. Et alors, le but de sa visite à Rome, c'est pour seulement visiter des monuments ou c'est aussi pour se rendre compte de l'état de son empire, quoi ? Et puis la deuxième chose, la chose pratique, où dormait-il, où mangeait-il? Il avait sa résidence. Est-ce qu'il avait un service de protection? Je fais un peu allusion à ce qui se passe maintenant, quoi. Et est-ce qu'il avait le temps de serrer la pince à la population, etc., etc. Merci. Alors, je n'y étais pas, mais je vais vous dire ce que raconte Ammien de cette visite. Donc l'empereur à l'époque était à Milan, il venait de régler des affaires difficiles en Gaule, et il est venu à Rome, je l'ai dit, pour deux choses, à la fois par curiosité, parce que bon, Rome c'est quand même la capitale de l'Empire, hein, même si ce n'est pas la seule résidence impériale, mais c'est quand même la capitale de l'Empire, donc il y a une curiosité de sa part, et il y a la volonté de célébrer un triomphe. Or, un triomphe, la cérémonie du triomphe, c'est très particulier à Rome, hein, c'est la procession de l'empereur vainqueur à travers toute la ville qui se termine au Capitole avec son armée, avec le butin qu'il a pris, avec ses prisonniers. C'est quelque chose de spécial et ça ne peut se faire qu'à Rome. Donc il fallait qu'il vienne à Rome. Alors ensuite, est-ce qu'il a serré les pinces aux gens? Ben non, surtout pas. Non, justement, c'est une des caractéristiques de cet empereur. Et après lui, deux empereurs byzantins, il reste sur son char, il est assis, il reste sans bouger. Il regarde devant lui. On sait qu'il y a immensément de foule qui s'est amassée sur son chemin, alors pas seulement dans Rome même sur la Via Flaminia avant son arrivée, et il reste totalement impassible, il ne regarde pas les gens. Alors, un détail curieux, Ammien n'aime pas beaucoup. Hein. Ammien est païen, il n'aime pas beaucoup Constance qui est chrétien. Il dit que quand il passe sous les portes, lui qui était tout petit, il baisse un petit peu la tête simplement. Hein. C'est le seul mouvement que l'on peut distinguer chez Constance. Alors, du moins le jour de son arrivée. Et ensuite, où est-ce qu'il va loger? Il va loger dans le palais. Parce qu'il y a un palais. Il y a un palais à Rome, hein, qui est sur le Palatin, et il va s'installer dans le palais pour un mois, où il aura là tout le service à sa disposition, et où il aura toute la protection militaire nécessaire. Il arrive de toute façon à Rome avec toutes ses troupes d'élite, très impressionnante. On a parlé des cavaliers cuirassés, il y a les fantassins, et ces différentes troupes d'élite, dont fait partie justement Ammien Marcellin. Il est très bien entouré, le service de protection est tout à fait remarquable. Que symbolise la statue près du Colisée? Qu'est-ce que symbolise la statue près du Colisée? Donc au départ, c'est une statue qui avait été commandée par Néron et qui devait représenter Néron, sauf qu'au moment où Néron est mort, la statue n'était pas terminée et elle a été changée. Ils ont changé son visage pour qu'elle représente le dieu Soleil. Et on a vu sur la tête de la statue sept rayons qui partaient de sa tête, qui symbolisent les rayons du Soleil. C'était le dieu Soleil qui était aussi honoré à Rome. Oui, il y a encore une question là, Noémie, juste. Si vous pouvez lever la main, monsieur, oui. Merci.
Je voulais savoir si c'est un peu anachronique avec la période de Constance II, mais vous avez une représentation de la Domus Aurea de Néron faite sur votre maquette? Non, parce que la Domus Aurea de Néron a été construite à la fin dans les années 60, 60 après Jésus-Christ, et après la mort de Néron, quand est arrivée la dynastie suivante, elle a été totalement détruite. Mais vous savez que Néron avait occupé tout le centre-ville de Rome. Là où on a vu le temple de Vénus et de Rome tout à l'heure, c'était l'entrée de sa maison, l'entrée de ses appartements, enfin l'entrée de son domaine. Derrière, là où il y a le Colisée maintenant, c'était un grand étang qui était au centre de sa propriété. Sur le côté, sur le Palatin, donc sur notre droite ici, il avait une grande salle à manger tournante qui lui permettait qui tournait sur elle-même, qui lui permettait de changer de paysage tout en mangeant. On en a retrouvé tout à fait récemment les fondations. Et de l'autre côté du Colisée, exposé vers le sud, il avait de grandes pièces d'habitation donnant sur le lac qui était devant lui, là où est le Colisée maintenant. C'est ça, quand on va à Rome, quand on visite la Domus Aurea à Rome, ce sont ces appartements que l'on voit exposés au sud, mais qui sont une toute petite partie de ce qu'était la maison de Néron. C'était une accaparation, c'était une occupation du sol public, tout à fait scandaleuse. Et les empereurs suivants, Vespasien, Titus, Domitien, ont récupéré tout ce domaine pour le rendre au public en faisant un amphithéâtre. Adrien, plus tard, fera ce temple. Trajan va faire des thermes sur la maison de Néron. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas la voir sur notre maquette qui représente Rome en 320 après Jésus-Christ. Voilà. Eh bien, écoutez... Il reste une question. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, dernière question. J'aimerais savoir ce plan virtuel que vous nous montrez à chaque fois. Combien de chercheurs vous êtes à travailler dessus, à le rendre plus perfectionné à chaque fois? Alors, c'est variable, c'est comme les marées, ça monte, ça descend. Il y a des indestructibles, hein. Nous on est indestructibles. Voilà, en ce moment, on est 8 dans l'équipe. En sachant que l'équipe est composée à 50% de personnes qui travaillent sur les sources anciennes, latinistes, historiens, archéologues, et 50% infographistes pour pouvoir réaliser le modèle virtuel sur mesure en fonction des recherches menées par la première partie de l'équipe. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée et puis au mercredi 1er mars, si vous le voulez bien. Merci.